Voilà, donc le thème suivant, qui est un peu des moteurs de notre réflexion, c'est se poser la question: quelles seraient les conséquences d'un retrait du cuivre pour la filière Vitibio? Donc, comme l'a rappelé Emeline en introduction, on va s'appuyer sur deux sources d'informations pour nourrir la réflexion. La première, c'est l'analyse qu'a réalisée l'ANSES et qui a été publiée en juillet 2025, donc qui s'intitule « Analyse des impacts socio-économiques de la limitation ou du retrait des produits phytosanitaires à base de cuivre en agriculture ». Et la seconde source, qui est beaucoup plus informelle, c'est celle, les informations qu'on a collectées suite dans le bulletin d'inscription au webinaire. On posait cette question: selon vous, quelles seraient les conséquences du retrait du cuivre? Et on verra un peu quel type de réponse vous avez formulé. Pour l'instant, donc, je reviens rapidement sur le travail de l'ANSES. Alors, je ne vais pas tout détailler, c'est une étude qui est extrêmement riche, qui a fait l'objet d'un rapport de 256 pages. Donc, je vous invite, pour ceux qui seraient frustrés aujourd'hui de ne pas avoir toutes les infos, de le regarder en détail. Donc, j'ai remis ici l'adresse sur laquelle vous pouvez accéder au support. Et je tiens à remercier Legrand Saint-Cyr, qui est de l'ANSES, qui nous a autorisé à réutiliser une partie du diaporama qu'il avait présenté lors d'un webinaire que nous avions organisé en octobre dernier sur les actualités sur le cuivre en France et en Europe. Donc là, j'ai extrait une partie de son diaporama par rapport au thème du jour. Donc le contexte et les objectifs de cette étude. Donc le contexte dans un premier temps, encore une fois, Pauline l'a rappelé dans son introduction. Le cuivre est une substance active candidate à substitution, qui est sous ce statut depuis 2015. Et donc, dans ce contexte-là, dans un premier temps, l'INRAE a réalisé une étude qui consistait à faire un état des lieux des alternatives au cuivre en AB, bien évidemment avec la perspective de réfléchir à des solutions pour au moins réduire l'usage du cuivre. Et en parallèle, en 2022, l'ANSES a publié une autre étude, une cartographie des utilisations des produits phytopharmaceutiques à base de cuivre en France, et pour notamment étudier la dépendance des différentes filières vis-à-vis du cuivre. Et donc, à l'issue de ces deux éléments de contexte, l'ANSES s'est autosaisi de la question: quel serait l'impact socio-économique de la limitation ou du retrait des produits à base de cuivre en agriculture? Donc ça, c'était la base de leur réflexion. Donc, ils ont déployé un travail d'expertise qui avait trois objectifs principaux. Le premier, c'était d'identifier des scénarios de limitation du cuivre, donc en tenant compte des possibilités d'adoption d'alternatives chimiques ou non chimiques spécifiques à chaque filière, sous-entendu que leur travail n'a pas consisté à regarder un peu les impacts que ça pourrait avoir sur différentes filières, que ce soit en bio ou pas en bio. Le deuxième objectif, et c'est le cœur de ce que je vais présenter aujourd'hui, c'était de documenter, analyser et évaluer l'impact socio-économique sur les filières agricoles concernées par différents scénarios de substitution du cuivre. Et enfin, le troisième objectif, c'était de documenter et d'analyser les freins et les leviers à l'adoption des alternatives au cuivre. Et donc, mon intervention aujourd'hui reprend principalement les éléments sur l'objectif 2. Donc, comment l'ANSES a procédé? Dans un premier temps, il fallait définir des études de cas, donc notamment identifier les principales filières qui sont dépendantes du cuivre en France. Et donc, pour ça, ils ont étudié les volumes d'utilisation du cuivre par culture, le poids économique des différentes cultures. Et puis, ils ont, en croisant ces différentes sources d'informations, ils ont identifié qu'il y avait trois filières principalement qui étaient dépendantes du cuivre. C'est la pomme de terre biologique, notamment pour la gestion du mildiou, la viticulture, qu'elle soit biologique ou conventionnelle, encore une fois pour la gestion du mildiou, et puis la production de pommes bio ou conventionnelles pour la gestion de la tablure. Donc, leur étude de cas, c'est basée sur ces différentes situations. Et moi, aujourd'hui, compte tenu du thème du projet Par ici en bio et du fait qu'on soit dans
contexte du Living Lab Viti Sud-Est, je ne parlerai que des résultats qui ont été obtenus sur la filière Vitibio. Ensuite, quelles alternatives au cuivre ils ont pris en compte dans leur réflexion? Là, c'est pareil, ils ont identifié différents critères techniques des alternatives qui étaient connues et qui ont été travaillées en expérimentation et en recherche ces dernières années. Ils ont évalué aussi les critères économiques du déploiement de ces solutions techniques. Et puis, ils ont pris en compte également les critères sanitaires et environnementaux de ces différentes solutions. Et donc là, ils ont identifié quand même pas mal de solutions techniques potentielles. Ça passe de la lutte chimique pour les autres pesticides de synthèse, donc là, bien évidemment, pour les filières conventionnelles, pas bio. Ils ont étudié également l'intérêt que pouvaient représenter des préparations naturelles à propriété antifongique, des agents microbiens. Ils ont intégré aussi les éléments de variété résistante. Quel serait le levier, quelle solution pour apporter le déploiement des variétés résistantes. La lutte physiologique en intégrant les stimulateurs de défense des plantes, les méthodes physiques et prophylactiques, ainsi que les outils de décision. Et donc là, ils ont combiné tout ça pour voir à quel point ces solutions pourraient être pertinentes pour la réduction de dose de cuivre. Et donc, l'idée, c'était de faire se prononcer des experts sur 2 scénarios. Donc, ce sont les experts de l'ANSES qui ont décidé de ces scénarios. Que se passerait-il pour les différentes filières si la réglementation réduisait de moitié les doses de cuivre, considérant qu'actuellement on est à 4 kg en moyenne par hectare et par an, donc si on passait à 2 kg par hectare et par an, sans possibilité de lissage. Et quel serait donc le scénario 2? Ce serait que se passerait-il si le cuivre était totalement interdit, donc on passait à 0 kg de cuivre par hectare et par an. Et donc l'ANSES a interviewé plusieurs experts. Donc là, vous voyez, donc, il y avait des experts des instituts techniques comme le CTIFL, l'IFV ou l'ITAB, des conseillers de chambre d'agriculture, des experts aussi du GRAB, et puis des conseillers indépendants. Donc là, ils ont soumis leur questionnaire à tous ces experts. Par rapport à l'analyse des impacts sur la partie l'impact économique, donc là, passer sur les détails. Donc, il demandait aux experts de se prononcer sur les implications agronomiques, organisationnelles, sanitaires et environnementales des différents scénarios et donc derrière du déploiement des solutions techniques évoquées précédemment. Donc là, encore une fois, je ne présenterai que les résultats qui ont été publiés sur la filière Vitibio. Donc là, notamment, ils ont étudié quel serait l'impact, à dire d'experts, encore une fois, du nombre moyen de traitement au cuivre si on passait de la situation actuelle à la réduction de moitié des doses de cuivre. Donc on passait de 4 à 2 kg de cuivre. Donc là, vous avez donc faible, moyen, forte, c'est des scénarios de pression parasitaire différentes. Donc, les experts étaient amenés à se prononcer que, en moyenne, quel est le nombre moyen de traitements au cuivre qui sont appliqués sur le terrain en situation de faible pression, moyenne pression ou forte pression. Et donc, il y a des experts qui ont été sollicités sur la zone atlantique et sur la zone méditerranéenne, sous-entendu que c'était deux bassins de production assez contrastés en termes de pratiques de gestion du cuivre et de pression parasitaire. Donc là, en haut, on a les réponses pour la situation actuelle. Donc, dans l'état actuel, par exemple, sur la zone atlantique, en moyenne, les experts considèrent qu'il y a 8 traitements qui sont faits en année à faible pression, à peu près 12 en année en moyenne pression et plus de 15, donc à peu près 17 en année à forte pression. Et donc, ce dont on s'aperçoit, dans le scénario, dans l'hypothèse où on basculerait sur une demi-dose de cuivre, le nombre de traitements ne serait pas vraiment impacté. Ensuite, la question suivante, c'était sur la dose moyenne de cuivre par traitement. Donc là, encore une fois, en haut, vous avez la situation actuelle et en bas, les réponses pour une
pour une réduction de dose de moitié de cuivre. Donc là, l'impact potentiel du scénario demi-cuivre est plus fort, puisque voyons, on baisse à peu près entre 25 et 30% les doses de cuivre métal par application, ce qui sous-entend que les vignerons seraient amenés à avoir une prise de risque supérieure si on devait limiter les doses de cuivre à 2 kg. La dernière question qui a été posée aux experts sur ce sujet-là, c'était selon eux, quel serait l'impact sur le rendement qu'auraient les différents scénarios. Donc là, bien évidemment, est intégré le scénario zéro cuivre. Donc dans l'état actuel, les experts considèrent, en année à faible pression, bien évidemment, il n'y a pas de perte de récolte. En année à moyenne pression, il y a des impacts limités. On a des impacts un peu plus forts, des pertes de rendement potentielles supérieures à 20% en année à forte pression. Par contre, dans les scénarios où on limiterait de moitié, là, du coup, les impacts seraient beaucoup plus forts sur les pertes de rendement, notamment en année de forte pression, parce qu'on potentiellement serait à 60% de perte de récolte. Et bien évidemment, si les cuivres étaient totalement interdits, dès les années des millésimes à moyenne pression parasitaire, on aurait des impacts assez forts, de pratiquement 40% de perte de récolte, jusqu'à en moyenne, plus de 80% de perte de récolte. Donc là, ce sont les moyennes de ce qu'ont exprimé les experts, sachant que dans ces situations-là, certains experts estiment qu'il y aurait des pertes totales de récolte. Donc là, après, les experts étaient également sollicités sur les impacts plus économiques. Et donc là, en moyenne, les écarts moyens de production donc en euros par hectare, donc, en considérant que là, c'est des évolutions par rapport à la situation actuelle. Donc là, les experts estiment qu'en moyenne, il y aurait une perte de 7 000 € par hectare dans le scénario sur la zone atlantique, un peu moins autour de 5 000 € hectare en zone méditerranéenne dans les scénarios demi-cuivre. Par contre, les impacts seraient encore plus importants, de l'ordre de 13 600 € dans les scénarios à zéro cuivre. Donc là, on a une perte de revenus d'un côté. De l'autre côté, on a une augmentation des coûts de production, parce on peut penser que les solutions à déployer pour se substituer au cuivre seraient plus onéreuses. Donc, on aurait une augmentation des coûts de production. Et donc, une perte de marge qui serait assez conséquente, bien évidemment, quel que soit le scénario. Et donc là, l'ANSES a fait également une estimation de l'augmentation des prix de vente qui seraient nécessaires pour maintenir les marges à l'état actuel. Et donc là, les augmentations de prix seraient de l'ordre de 20-30% pour maintenir la marge dans les situations de demi-cuivre, alors qu'elle serait au-delà de 60% pour la zone méditerranéenne, voire plus de 80% sur la zone atlantique pour maintenir les marges telles qu'elles sont actuellement. Donc, bien évidemment, vu le contexte actuel, des augmentations de prix de vente des vins, ça semble assez inenvisageable. Donc, voilà, l'impact globalement et économique sur la filière serait très fort selon les experts enquêtés par l'ANSES. Et donc, au-delà des aspects vraiment strictement économiques, encore une fois, les experts étaient amenés à se prononcer sur les autres impacts potentiels. Donc là, sur le plan organisationnel, il y aurait une augmentation des besoins en main-d'œuvre, avec des nombres de passages d'intervention, de traitements phytosanitaires plus nombreux, compte tenu du fait que les produits soient moins efficaces. Enfin, les produits qu'on connaît actuellement sont moins efficaces que le cuivre. Plus de passages de prophylaxie, potentiellement des mesures physiques. Donc un risque identifié de déconversion des exploitations bio, voire des risques de délocalisation de production dans des zones plus favorables, donc sous-entendu moins sujettes aux pressions mildiou. Sur le plan agronomique, donc là, le premier point ne concerne pas la filière vitibio, parce que ce serait une vulnérabilité des gènes de résistance aux molécules de synthèse. Avec la disparition des substances actives multisites. Donc actuellement, en viticulture conventionnelle, le cuivre est largement utilisé en association avec des fongicides monocytes pour limiter justement les risques d'apparition de résistance.
Et puis, potentiellement, on pourrait avoir une résurgence ou une émergence de bioagresseurs qui sont maîtrisés actuellement par le cuivre, comme la nécrose bactérienne, principalement pour la filière viticole. Sur le plan sanitaire, alors, on voit qu'il y a un petit peu de verre quand même. Donc, potentiellement, le fait d'interdire le cuivre laisserait un peu la place pour le déploiement d'alternatives moins toxiques. Par exemple, ce qui est mentionné ici, ce sont les variétés résistantes ou les méthodes prophylactiques. Par contre, bien évidemment, en agriculture conventionnelle, il est assez probable qu'il y ait une augmentation du recours aux fongicides de synthèse pour remplacer le cuivre. Donc, un impact négatif sur l'aspect sanitaire. Et sur l'aspect environnemental, là aussi, on retrouve du verre, des alternatives moins toxiques que le cuivre sur les micro-organismes du sol et les organismes aquatiques. Par contre, encore une fois, lié au fait qu'il faille augmenter le nombre d'interventions, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, et puis une détérioration de la qualité du paysage selon le type de solutions utilisées, comme par exemple le déploiement de bâches de protection. Donc voilà les principales conclusions de l'étude d'ANSES. Donc on voit beaucoup de rôles. En gros, l'impact du retrait du cuivre, la limitation forte du recours au cuivre, il y a des impacts assez forts sur la filière. Et donc en substance, on vous a posé à peu près la même question. Et donc là, je fais un retour très synthétique sur les réponses que vous avez formulées à cette question dans le bulletin d'inscription. Et donc là, voilà, c'est juste, j'ai fait un nuage de mots. Donc là, plus le mot est gros, plus le nombre de réponses, enfin, plus il a été mentionné fréquemment par les inscrits. Donc c'est assez éloquent, bien évidemment. Le principal point qui ressort, ce sera un arrêt du bio. Donc il y a quand même une forte crainte des représentants de la filière, parce qu'on peut considérer que, vu la diversité des inscrits aujourd'hui, on a une bonne représentativité de la filière vitibio. Donc, l'une des principales craintes, c'est l'arrêt du bio, purement et simplement. Donc, et également, en parallèle, un retour au conventionnel. Voire, quelquefois, certains ont mentionné que ce serait carrément un arrêt de la viticulture. Encore une fois, le cuivre n'est pas utilisé que par les bio. Donc, ça, après, on prend quelques autres termes un peu récurrents. On suspecte et on craint des problèmes économiques, des pertes de rendement, des impasses techniques, des augmentations de prix. Alors après, effectivement, on voit en bas à droite apparaître le mot phosphonate. Donc pour rappel, le phosphonate, c'est un produit de biocontrôle, mais qui est actuellement interdit en bio. Et bon, voilà, selon certains d'entre vous, le fait d'arrêter le cuivre, ça aurait pour conséquence de devoir autoriser les phosphonates pour la filière bio, ce qui est absolument actuellement là, les représentants des organismes bio nationaux en France sont farouchement contre l'utilisation des phosphonates. Donc ça poserait des questions sur la pérennité du bio tel qu'on le connaît actuellement. Alors, quelques termes qui sont également arrivés, qui étaient mentionnés par un peu moins d'entre vous, mais malgré tout, des termes assez problématiques comme catastrophe, dramatique, grave. Donc, bien évidemment, on sent qu'il y a une forte préoccupation, des pertes de productivité, une augmentation des coûts de production et voire une perte de pérennité de la filière viticole. Donc, globalement, les conséquences de l'arrêt du cuivre telles que vous le percevez, sont plutôt négatives. En y regardant un peu plus près, on voit un petit peu de vert malgré tout, notamment sur le bénéfice sur le sol. On sait que le cuivre a en partie un impact négatif, dans certaines situations, un impact négatif sur le fonctionnement du sol. Donc, ça pourrait être une opportunité, le fait d'interdire le cuivre pour améliorer la santé des sols. Ça serait aussi un levier pour changer les pratiques. Une fois qu'on est mis au pied du mur, il faut trouver des solutions. Ce serait l'occasion de changer les pratiques en viticulture bio. Ça pourrait permettre aussi une amélioration de l'image de la viticulture bio. C'est vrai que certains tapent un peu sur le bio, la viticulture bio en particulier, sur le fait qu'ils utilisent des doses de cuivre assez conséquentes. Donc là, le fait d'interdire le cuivre, ça permettrait de ne plus subir ce genre de remarques. Et donc, voilà, ça permettrait d'améliorer l'image de la filière. Et puis après, donc, on voit apparaître des termes comme savoir-faire, nouvelles techniques, résilience. Donc, encore une fois, ça pourrait être une opportunité pour
changer les pratiques actuelles en viticulture bio. Donc, si on résume ces deux sources de réflexion sur les conséquences d'un retrait du cuivre, donc globalement, elles sont quand même très négatives, notamment sur la durabilité des systèmes bio, voire de la viticulture au sens large. Pour ceux qui ne vont pas jusqu'à craindre sur la durabilité, mais au moins c'est sur la productivité et sur la rentabilité des exploitations bio, une augmentation des coûts de production, voire peut-être un impact sur l'intégrité des exigences bio. Donc là, je fais référence à la proposition de certains d'entre vous d'intégrer les phosphonates dans le cahier des charges. Donc, encore une fois, ces impacts seraient préjudiciables pour l'ensemble des acteurs de la filière et pas que pour les producteurs. Mais quelques sources d'espoir, c'est que pour certains d'entre vous, ces nouvelles contraintes pourraient être source d'innovation, d'évolution des pratiques bio et, in fine, d'amélioration de l'image de la filière. Et donc, l'enjeu et l'intérêt de participer au projet Par-Ici en bio, c'est d'anticiper ces contraintes, donc de bien les identifier et de les anticiper. C'est quand même beaucoup mieux d'anticiper les choses que de les subir. Et puis de contribuer collectivement à trouver des solutions durables pour pérenniser la filière. Et donc, pour que les solutions qu'on pourra proposer sur les alternatives soient durables, il faut vraiment intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur, du producteur jusqu'au consommateur, pour que les solutions techniques qui pourront être proposées dans le cadre de Par-Ici puissent être acceptables par l'ensemble de la filière. J'ai fini sur cette présentation. Donc, Colin, on a quelques questions. On a une première question. Est-ce que les doses de cuivre moyennes utilisées par rang et par hectare, est-ce que tu as les doses selon les différents itinéraires techniques, conventionnels, bio, biodynamie? Alors, j'ai pas de chiffres à vous donner là comme ça tout de suite. Or, en conventionnel, on a très peu on n'a pas de références. Il y a des références qui sont assez anciennes, qui avaient été obtenues dans le cadre d'une enquête Agreste, donc qui estimait à l'époque, je crois que la référence datait d'une dizaine d'années, où donc les chiffres étaient d'à peu près d'1,5 kg d'utilisation du cuivre en viticulture conventionnelle. Et dans cette même étude, en bio, la dose de cuivre était entre 2,5 kg et 3 kg. Donc, il y avait évidemment beaucoup plus de cuivre utilisé en bio, mais malgré tout, les doses utilisées en conventionnel n'étaient pas négligeables. Ensuite, sur la filière, on manque de références en gros sur l'utilisation sur les pratiques d'utilisation du cuivre en viticulture conventionnelle. En viticulture bio, on a des chiffres plus réguliers, notamment l'ITAB, tous les ans, réalise une enquête auprès des viticulteurs bio de toute la France, avec des taux de réponse qui sont assez corrects, puisqu'il y a souvent entre 300 et 400, voire quelquefois plus, de réponses de la part des viticulteurs bio. Donc là, on a une vision plus complète des doses de cuivre utilisées par les viticulteurs bio. Alors bien évidemment, on a des chiffres qui sont très variables selon les territoires, c'est une autre surprise, et selon les millésimes. Donc là, c'est difficile de donner un chiffre moyen, il y a une telle diversité des pratiques que c'est quand même très compliqué de sortir un chiffre moyen. Donc ça, on pourra transmettre les informations sur ces doses de cuivre. Et une partie des réponses à cette question vous pouvez les trouver dans les webinaires qu'on a évoqués précédemment. Les chiffres sont présentés. On a une question qui vient d'arriver. Existe-t-il déjà des exemples de vignerons qui arrivent à produire en quantité et en qualité sans cuivre tout en gardant l'exploitation agricole économiquement rentable? Bonne question. Alors, à ce jour, nous n'en avons pas identifié, mais c'est vraiment dans le cœur du projet Par-Ici en bio. Comme l'a évoqué Pauline tout à l'heure, au-delà de la mise en place du déploiement des Living Labs, des 5 Living Labs sur les différents territoires, on a tout un travail de track à l'innovation, donc d'identifier des agriculteurs, encore une fois, au-delà de la filière viticole, puisque le projet couvre différentes cultures,
Donc d'identifier des agriculteurs qui tendent vers le zéro cuivre. Alors, potentiellement, on va pouvoir trouver aussi dans ces enquêtes des agriculteurs et des viticulteurs qui s'affranchissent déjà totalement du cuivre. Mais pour l'instant, on n'a pas encore ce genre de témoignage. Alors, on a une autre question. Est-ce que les engrais foliaires basés en cuivre sont bannis du projet par ici? Oui. Alors effectivement, le sujet des engrais foliaires à base des engrais foliaires ou des biostimulants à base de cuivre, c'est une question assez récurrente. Concrètement, je fais une petite parenthèse sur la réglementation. Formellement, la réglementation sur l'utilisation du cuivre actuelle et à venir ne porte que sur les produits phytosanitaires. Mais bien évidemment, l'idée dans le projet par ici, c'est pas de substituer du cuivre phyto par du cuivre engrais foliaire. Donc là, oui, les expérimentations et les prototypes que nous testerons n'incluront pas ce genre de produits, enfin, banniront totalement le cuivre, quelle que soit sa forme. Et justement, est-ce qu'on a des idées de pistes de travail ou est-ce qu'on est juste au début du projet? Alors, le projet a commencé au mois de mai, donc on n'a pas encore, effectivement, là, je crois que c'est la toute première réunion, le tout premier lancement des différents Living Labs. Donc, les différents Living Labs devraient se déployer là, dans les semaines à venir sur les 5 territoires. Donc, on a quelques pistes déjà avec les premiers échanges qu'on a pu avoir et on aura un exemple juste après avec l'intervention de Tanguy. Donc, après, on compte beaucoup sur les dynamiques qui seront mises en place dans les Living Labs pour identifier les leviers qu'on pourra tester. On ne part pas complètement de zéro, mais on préfère que ce soit les participants au Living Lab qui s'expriment et qui nous fassent part de leurs propositions avant de se prononcer nous-mêmes. Et enfin, quel pourcentage d'amélioration pouvons-nous attendre de l'amélioration de la qualité des pulvérisateurs? Ça aussi, c'est une question récurrente sur l'amélioration de la qualité d'application des produits, c'est effectivement un levier majeur. Par rapport au pourcentage, alors c'est vrai que souvent on nous pose la question aussi de quelle est la quantité minimale de cuivre qu'il faut appliquer pour être efficace. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Alors, bien évidemment, la qualité de pulvée en est un et c'est en est un majeur, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la conduite globale de la vigne. Mais bon, là, à la limite, c'est pas tant la question qu'on se pose aujourd'hui, hein, parce que, comme l'a rappelé Pauline, le projet par ici en bio ne vise pas à optimiser l'utilisation du cuivre. L'idée, c'est de trouver des solutions autres que le cuivre. Mais bien évidemment, la qualité de pulvérisation sera au cœur des préoccupations de l'application des autres solutions, des autres produits qui pourront être appliqués sur la vigne. Sachant que l'objectif du projet par ici, c'est pas de trouver un ou plusieurs produits miracles qui puissent se substituer directement au cuivre, mais c'est vraiment d'avoir une approche beaucoup plus globale, en incluant notamment la conduite de la vigne, les méthodes prophylactiques, et non pas juste une simple substitution de produits. Donc là, le levier qualité de pulvérisation sera pris en compte, mais ce sera un levier parmi de très nombreux autres. Et j'ai une question, que penser des UV? Bonne question. Donc oui, alors il y a plusieurs types d'UV. Donc actuellement en France, il y a une société principalement qui propose des UV avec un mode d'action de stimulation de défense des plantes, qui permet effectivement, hein, qui est un des leviers qui permet de réduire en partie les doses de cuivre, même si les efficacités sont assez variables. On sait qu'il y a d'autres outils, les UV peuvent aussi avoir un mode d'action très différent, donc, notamment en ayant une action directe sur les pathogènes. Donc ça, à ma connaissance, ça n'a pas été évalué en France.
mais potentiellement, voilà, les UV pourront faire partie des leviers qu'on pourra évaluer ou tester, retester dans le cadre du projet par ici, sachant que, encore une fois, hein, si on teste les UV, ce sera en combinaison avec d'autres leviers sur le terrain. Est-ce que modifier le microclimat des vignes peut être un exemple de piste de travail? Probablement. Alors après, je ne sais pas à quelle échelle est perçue cette question de microclimat. Ça fait partie déjà des méthodes prophylactiques qui sont recommandées pour réduire la sensibilité au mildiou et améliorer la pénétration et la mise en contact des produits avec les pathogènes. Donc oui, c'est un levier parmi d'autres, mais je vois qu'il y a plusieurs pistes d'amélioration, de leviers à mobiliser qui sont proposés. Donc ça, c'est super. Sachant, encore une fois, c'est pas l'objet aujourd'hui de discuter de ces leviers. Nous aurons cette discussion lors de la prochaine étape du Living Lab, encore une fois, ce que vous présentera Guillaume en fin de webinaire. Mais oui, ça fait partie, bien évidemment, des leviers qu'on envisagera de tester. Et après, on a beaucoup de témoignages, de retours d'expérience. Donc, on vous remercie et on vous laisse poser toutes vos questions dans l'outil questions en haut à droite de votre écran. Alors, je propose qu'on avance. Alors, juste pour information, nous aurons la traçabilité de toutes les questions que vous posez. Il sait qu'il y a quand même beaucoup de questions qui sont posées, donc on n'a malheureusement pas le temps de toutes les traiter. Sachant que ça peut aussi, ça nous servira aussi de source d'inspiration hein, pour les futurs travaux du Living Lab. Donc n'hésitez pas, même si on ne répond pas directement aujourd'hui à vos questions ou à vos remarques, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Ce sera pour nous une source d'information.